Bien, la semaine dernière, j'avais donné sur la diapositive initiale que vous avez vue à l'écran, j'avais donné comme titre à ma leçon le nomos basileus, le nomos roi plutôt, le nomos roi, prolégomène. Alors si vous allez regarder maintenant le support que j'ai déposé sur le net, j'ai ajouté héraclitéen, parce que j'ai quand même beaucoup parlé d'Héraclite et comme ça c'était plus clair. Mais si j'ai donc précisé davantage la portée sur ce support définitif, il est clair que la semaine dernière, je n'ai pas fait explicitement droit à l'expression nomos roi, nomos basileus. Il y a bien eu, évidemment, et c'est la raison du titre que j'avais choisi dès le cours de jeudi dernier, ce nomos divin qui infuse les nomoi humains tels que l'évoquait le fragment 114 d'Héraclite, et l'image de l'association entre ce nomos divin et le Kratos de Zeus lui-même, puisque c'est sur ces considérations que j'avais terminé mon cours. Alors aujourd'hui, avec un fragment de Pindare, nous allons véritablement rencontrer l'expression explicite de nomos basileus et la confronter à ce que nous avons jusqu'ici acquis dans l'analyse du nomos. Ensuite, nous nous pencherons dans la deuxième partie du cours sur la plus remarquable manifestation poétique et tragique des ambiguïtés du nomos, qu'est l'Antigone de Sophocle. Donc la matière est costaude, donc j'entre directement dans le vif du sujet. Pindare d'abord, puis Sophocle ensuite, comme vous le voyez sur la diapositive qui porte le titre de la leçon. Alors, je considérerai d'abord globalement les usages du terme dans l'œuvre de Pindare, dont, contrairement à Héraclite, des poèmes entiers nous ont été conservés, vous le savez, nous ont été transmis à côté de fragments. On compte 14 occurrences du terme de nomos dans l'œuvre de Pindare, dont 2 dans des fragments, et l'une de ces deux occurrences m'intéresse tout particulièrement. Mais avant d'entrer dans l'analyse de ce fragment qui présente l'expression nomos basileus, je voudrais faire le point sur les autres usages. Alors, je laisserai de côté quelques usages qui concernent le mode musical, puisque vous savez peut-être que nomos peut aussi désigner un mode musical, ce qui est d'ailleurs intéressant sur la portée du terme lui-même, mais je ne m'arrêterai pas à cette question. Je constate juste que la distribution normée, qui est portée par le terme de nomos, se dessine aussi derrière les usages du mot dans le contexte musical. Et si j'exclus donc de telles acceptions, il reste une dizaine d'occurrences, parmi lesquelles j'épinglerai quelques cas significatifs pour encadrer en quelque sorte l'analyse du fragment lui-même tel que nous l'aborderons ensuite. Alors, un premier passage, justement, ce n'est pas un fragment, dans la 8e olympique, renvoie en fait au sens de nomos que nous avons vu la semaine dernière dans l'œuvre d'Hésiode. Donc ici, je lis la traduction avec vous, donc de la 8e olympique vers 77-78, et il est aussi une part pour les défunts que nous accomplissons selon la tradition. Donc ici, j'ai traduit katanomon, donc ici il faut enlever le ton, katanomon, donc qui est une crase dans la poésie de Pindare, renvoie à ce que nous avons vu à propos de la théogonie, où il s'agissait d'un sacrifice, souvenez-vous, un sacrifice accompli, katanomon, donc selon la norme, selon l'usage, selon la tradition. Et j'avais alors souligné la semaine dernière que la présence 200 vers plus loin de la crise prométhéenne et de la mise en place du premier sacrifice ne permettait pas d'évacuer complètement la notion de distribution la notion de distribution, de répartition qui était sous-jacente au terme. Et on voit ici aussi, dans ce passage de Pindare, on voit aussi l'arrière-plan de cette répartition qui reste sous-jacente dans l'usage de nomos, avec le mot de méros qui est utilisé ici et qui désigne lui aussi ce terme, la part, le lot. Donc on voit bien que cette notion que l'on traduit de façon adéquate par selon la tradition est
en quelque sorte infusée par cette notion de répartition. Alors d'autres occurrences chez Pindare évoquent le cadre normé où se déploient divers groupes avec des manières d'être et de faire, vous reconnaissez là une des traductions que j'ai données du terme de nomos, qui sont collectivement contraignantes. C'est le cas par exemple des nomoi que se donne une cité, on l'a vu encore la semaine dernière avec Héraclite, une cité, et en l'occurrence, dans le passage de la première Pitique que je vous mets sous les yeux, cette cité est dorienne et revendique son ascendance dorienne. Je lis la traduction avec vous, donc ce sont les vers 61-65. On est avec ce poème autour de 470 avant notre ère. C'est pour lui, donc son fils, que Hiéron fonda cette cité avec la liberté divinement élaborée, selon les nomoi, je ne traduis pas pour l'instant, de la règle d'Ilos, parce que les descendants de Pamphile et même ceux des Héraclides, habitant sous les flancs du Taïgède, veulent rester toujours doriens par les institutions d'Aigimos. Et vous voyez que le terme traduit ici par institution, c'est thesmos, dans la forme dorienne que nous avions vue l'année dernière. Alors les Doriens, vous vous en souviendrez peut-être, étaient censés avoir accompagné les descendants d'Héraclès, dont il est également question ici. Les Héraclides, c'est ça, ce sont les descendants d'Héraclès, qui allaient alors s'installer dans le Péloponnèse, et notamment à Sparte, qui est précisément la cité qui se situe sous les flancs du Taïgède. Donc on voit que c'est une configuration dorienne qui se dessine ici, avec tous ces noms de glorieux ancêtres à la fois des compagnons d'Héraclès ou des descendants d'Héraclès et des Doriens. Et c'est donc ce faisceau d'éléments qu'évoquent ces quelques vers, où les nomoi, en tant que comportement normé d'une cité donnée, sont associés aux institutions doriennes et donc à une tradition que je qualifierais d'ethnique pour faire bref, par commodité. Donc ici, on voit que Hiéron, en fondant une cité pour son fils en Sicile, va instaurer des institutions doriennes et donc des manières d'être et de faire héritées de longue date dans ce cadre spécifique. Alors, je poursuivrai avec deux occurrences dans le corpus des Pitiques, avec ce passage donc de la deuxième Pitique au vers 86-88. Je lis la traduction qui est inspirée de Puech dans la collection des universités de France, même si je ne l'ai pas mis à l'écran. Un homme à la parole directe excelle en tout nomos, en pantade nomon. Vous voyez, c'est ça que ça traduit. Auprès des tyrans, là où règne la foule impérieuse, et dans les cités que régissent les sages. En fait, les vers 87 et 88 sont en quelque sorte une glose du premier vers, le 86, où on a cette expression en panta nomon, en évoquant finalement les différentes manières de diriger une cité, les différents régimes, dirions-nous, qui peuvent s'y rencontrer, et on rejoint en fait certains usages du mot que nous avons vu chez Héraclite la semaine dernière, où nomos au singulier désignait de façon générique le cadre normé, l'ordre établi qui caractérise chaque cité. Ainsi, je vous remets sous les yeux un des fragments que nous avions vus la semaine dernière, le fragment 33 cité par Clément d'Alexandrie, cette assertion relativement lapidaire où il dit « nomos, c'est aussi obéir à la volonté d'un seul ». Donc c'est une manière d'être et de faire. On voit que l'obéissance à la volonté d'un seul est un des contextes normatifs possibles, comme l'est le pouvoir tyrannique ou le sage au pouvoir évoqué par Pindare dans ce passage de la deuxième Pitique. Alors là, vu ce parallèle, la traduction de Puech, qui est toujours très littéraire, mais pas toujours très littérale, pourrait être transformée comme suit, vous le voyez, je l'ai mis en italique à l'écran, un homme à la parole directe se fait valoir en tout régime. Ici, ça peut tout à fait convenir comme traduction. Mais le cadre normé peut être plus large que le seul régime politique. Et toujours dans l'Épithique de Pindare, la 10e cette fois, au vers 69-70, on parle de la Thessalie et
voici ce que Pindare chante. Nous louerons aussi ces nobles frères du vainqueur qu'il célèbre, qui font prospérer le nomos des Thessaliens et le portent haut. Dans le cas des Thessaliens ici évoqués, c'est moins un régime politique spécifique que l'on fait prospérer que ce que nous pouvons, qu'on porte haut et qu'on fait prospérer, que ce que nous pouvons appeler la culture d'une population. Et donc, c'est cette traduction que je vous propose ici, qui font prospérer la culture des Thessaliens et la porte haut. C'est beaucoup plus vaste. Et c'est toujours un ensemble normé, un ensemble de comportements plutôt normés et régulés dont il s'agit, mais avec une orientation beaucoup plus ample que le seul régime politique. Et d'autres exemples viendront l'appuyer dans les Néméennes. Ici, vous avez la 10e Néméenne. On célèbre donc un vainqueur, Pindare célèbre un vainqueur, 3 fois heureux aux portes de la terre, 3 fois aussi aux plaines vénérables, selon le nomos d'Adraste. Bon, alors, ce nomos d'Adraste, donc, le grec dit exactement le nomos adrastéen, puisque c'est un adjectif qui définit nomos. En fait, l'argien Adraste était censé avoir fondé les concours néméens, dans le cadre desquels s'inscrivent les victoires que célèbre ici Pindare dans son Épinicie. Le nomos d'Adraste, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ordonnancement des concours tel que le fondateur l'a voulu, l'a établi. Donc, nomos ici ne désigne pas de régime politique, ni la culture d'un peuple donné, mais c'est toujours un cadre normé dans lequel s'inscrit un ensemble de comportements. Et en l'occurrence, ce sont les modalités des concours que Pindare, de manière très poétique et très allusive, évoque ici. Et donc, je propose aussi une traduction qui, là, est relativement allusive, mais qui rend cette notion de modalité, de comportement normé, 3 fois aussi aux plaines vénérables, donc il a vaincu, à la manière d'Adraste, donc tel que Adraste l'a voulu lors de la fondation. Donc vous voyez, là encore, on ancre cette notion de nomos dans un moment premier. Et c'est la même portée que l'on trouve dans la 2e ismique, à propos de l'élevage des chevaux qui ont servi à concourir, précisément. On est toujours dans le cadre des victoires aux différents concours stéphaniques de Grèce. Et donc, Pindare écrit au vers 37-38, adoptant, donc il parle de son vainqueur, adoptant l'usage d'élever des chevaux à la manière de tous les Grecs. Vous retrouvez la même expression que dans le cas d'Adraste, si ce n'est qu'ici, c'est un génitif pluriel qui définit nomos, en panellano nomo. Alors, progressivement, je vais me rapprocher évidemment du fragment qui m'intéresse tout particulièrement, et 2 passages vont me permettre d'avancer et de me concentrer davantage sur ce que nous avons en ligne de mire, c'est-à-dire le nomos basileus de Pindare. Alors, un premier passage se trouve dans la 2e Pitique, où le poète va évoquer notamment l'origine des centaures. Vous savez, les centaures, ce sont ces êtres hybrides dont le haut du corps est celui d'un homme, le bas du corps est celui d'un cheval. Et dans les différents mythes qui racontent l'origine des centaures, le cœur de cette étiologie est associé à la figure d'Ixion. Ixion, qui est un personnage que Zeus lui-même avait accueilli sur l'Olympe pour le purifier du meurtre d'un parent. Et ce personnage, qui est pourtant dans une position extrêmement avantageuse, bafoue toutes les règles de l'hospitalité en cherchant à séduire Héra, la femme de Zeus. Et pour contrer cet attentat, Zeus va faire surgir une nuée à l'image de son épouse, à laquelle Ixion va s'unir, et le fruit de cette union est le premier centaure. Voilà brièvement résumé l'arrière-plan du passage que je vous mets sous les yeux. Donc la conclusion de cette union problématique est résumée par Pindare comme suit, donc au vers 42-44 de la 2e Pitique. Seule mère de son espèce, la nuée, sans le concours des Charites, lui donna un fils monstrueux, unique comme elle, en horreur aux dieux autant qu'aux hommes, elle l'éleva et le nomma centaure. Ici, j'ai conservé dans un premier temps la traduction
de la CUF, donc de la collection des universités de France. Mais ce que Puech traduit par « en horreur aux dieux autant qu'aux hommes » signifie littéralement, et je vous mets la traduction littérale, donc ce n'est plus la traduction de Puech, mais elle est adaptée, ni parmi les hommes, ni selon les nomoi des dieux, hein, vous avez ici en andrasi ut en theon nomois, donc ni parmi les hommes, ni selon les nomoi des dieux, il n'est porteur de privilèges. Alors on a ce terme magnifique, gerasforos, qui est un apax legomenon, formé donc sur le substantif geras, que vous connaissez bien maintenant puisque nous l'avons vu souvent passer, je l'ai plusieurs fois analysé devant vous, et le verbe ferein, porter. Donc, que signifie cette expression très poétique, très allusive? Le nouveau-né, donc issu de cette union contre nature, que nous appelons contre nature, entre Ixion et la nuée, ne reçoit aucune part d'honneur, hein, aucun geras, aucun privilège, ni chez les dieux, ni chez les hommes. Donc l'usage de nomos est ici étroitement comparable à l'interprétation que j'ai donnée de la conjonction de nomos et de timée au vers 74 de la Théogonie. C'est un passage que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et donc vous vous souvenez de cette finale, en chaque chose pour les immortels, vous avez ekasta athanatois, en chaque chose pour les immortels, il a bien prescrit les nomoi et explicité les timai. Vous vous souvenez, hein, c'était vraiment au cœur de l'analyse des nomoi dans la Théogonie. Et donc, que retirer de cela? Le centaure, qui est né d'une union monstrueuse, qui est inscrite dans son hybridité, va finir par s'unir à des cavales de Thessalie pour se reproduire, et signe évident qu'il ne trouve sa place ni parmi les dieux, ni parmi les hommes. Il est donc hors norme, et c'est dans un contraste fort avec ce qui revient normalement aux êtres, à tous les êtres, un geras, une timée, à une place dans cet ordonnancement, dans une distribution normée. C'est cet élément-là qui fait défaut à ce personnage, à cette figure monstrueuse. Et je vous rappelle à cet égard ce que nous avons vu précédemment de la figure de Typhon, hein, le monstre né de la terre auquel Zeus est finalement amené à s'opposer à la fin de la Théogonie. Il est anomos, hein, donc on est dans ce type de considération. Donc ici j'ai traduit entheonomos ni selon les normes des dieux. La deuxième occurrence qui nous rapproche du nomos basileus et qui convoque les dieux provient de la première néméenne et concerne cette fois Héraclès. Héraclès va être important dans cette analyse du nomos basileus chez Pindare. Alors, dans le passage qui m'intéresse, je vous le remets en contexte. Donc on est à Thèbes, hein, où Héraclès est né. On est à Thèbes et le devin thébain Tirésias va prophétiser le sort d'Héraclès, la destinée d'Héraclès à sa mère, Alcmène, et à son père humain, mais son père divin est Zeus évidemment, son père humain Amphitryon, après que le nouveau-né a purement et simplement étranglé des serpents dans son berceau, serpents qui avaient été envoyés par Héra. Et donc le bébé, le nouveau-né, a étranglé les serpents. Et Tirésias, face à cet événement extraordinaire, annonce aux parents que le héros pourfendra les monstres et donnera la mort aux tyrans et qu'il soutiendra les dieux dans la guerre contre les géants. Donc vous avez tout le profil que nous qualifions, nous, de civilisateur d'Héraclès qui se dessine en creux dans cette prophétie. Et il ajoute, Tirésias, la conclusion de tout cela. Je lis la traduction avec vous. Donc nous sommes dans la première néméenne au vers 69-72. Puis éternellement en paix, il obtiendrait, donc c'est la prophétie, hein, donc c'est un conditionnel, il obtiendrait pour compenser ses durs labeurs le privilège d'une inaltérable félicité dans les demeures bienheureuses. Il recevrait en mariage la florissante Hébert, hein, la jouvence éternelle,
et festoyant auprès de Zeus, vous reconnaissez peut-être ici le verbe de la daïs, de banquet, festoyant auprès de Zeus, fils de Cronos, célébrerait son vénérable semnon nomos. Bon, quel est ce semnos nomos que célèbre Héraclès dans le chant au banquet des bienheureux? Tout d'abord, il faut que je souligne un point philologique. Dans la lecture de certains manuscrits, on trouve, au lieu de nomon, on trouve domon ou gamon. Mais la corruption du vers est telle que le son nomon, qui est en fait induite par un scoliaste, je vais vous montrer tout de suite la scolie, est sans doute la bonne. Parce que vous voyez ici, si on a gamon, on a une répétition qui est quand même assez curieuse, et puis domon ici, par rapport au domassi ici, pose un certain nombre de problèmes. Mais surtout, ça ne suffirait pas à l'argument. Ce qui emporte l'adhésion et qui nourrit aussi la réflexion que je vous soumets sur la portée de nomos ici, c'est une scolie à Pindare, donc à ce vers de Pindare, et vous voyez que le commentateur se penche sur l'expression semnon ainesein et nous dit ceci, je traduis, il profiterait donc du nomos parmi les dieux, donc il traduit célébrerait un vénérable, mais il n'indique pas quoi. Il profiterait du nomos parmi les dieux, ou encore il célébrerait la répartition parmi les dieux. Et donc vous voyez ici, on a un autre mot, la dianémesis, qui est formé à nouveau sur le verbe nemein, et donc sur tout cet arrière-plan de la répartition et de la distribution que l'on trouve dans nomos. Donc, ici, on voit que le scoliaste va dans le sens de nomos. Et pour saisir la portée effective de la glose et donc le sens de nomos dans ce passage, le contexte du poème est fondamental, c'est pour ça que je l'ai précisé d'emblée. Donc, le fils de Zeus et d'Alcmène va recevoir à la fin de tout son parcours un statut d'immortel époux de la jeunesse éternelle sur l'Olympe, et le verbe de cette dévolution de la dévolution de son statut, vous voyez, est le verbe ici qui est conjugué, mais qui est lankano. Obtenir par le sort. Or, dans tous les passages, enfin pas dans tous, dans de nombreux passages de la théogonie où on parle précisément de la dévolution des parts, ce qui est central dans le poème, on retrouve ce verbe. Donc, je vous reprends ici deux exemples, les vers 203, 204 et 421, 422 de la théogonie. 203, 204, ça concerne Aphrodite, qui est née, qui s'est rendue parmi les Olympiens. Et voici, dit le poème, ce que depuis le début, elle, donc Aphrodite, possède comme honneur la part, et vous retrouvez évidemment la Timée, comme honneur, la part qu'elle reçut du sort. Vous avez ici encore une autre forme verbale, une conjugaison de l'ankano, avec Moira, la part. On a vu Méros tout à l'heure chez Pindare. La part qu'elle reçut du sort parmi les humains et parmi les dieux immortels. Deuxième exemple, dans l'hymne à Hécate dont je vous ai parlé la semaine dernière, de ceux qui naquirent de la terre et du ciel et reçurent du sort des honneurs propres. De nouveau, vous voyez ici, Timène et Lacone. De tous ceux-là, elle tient une part, et on a ici Aïssa, autre mot que nous avons déjà vu passer. Et donc, c'est un tel contexte qui sous-tend le passage de Pindare dans la première Néméenne. Par ses durs labeurs, Héraclès a obtenu sa propre Timée dans l'ordonnancement du monde voulu par Zeus, y compris dans le détail de ce qui revient à chacun des êtres. C'est donc un tel ordre de répartition, finalement, un tel ordre dans lequel il vient s'inscrire au terme de ses travaux, que Héraclès célèbre au banquet, et c'est ce que me semble souligner précisément le scoliaste du passage. Je vous remets la scolie avec cette référence à la répartition, référence explicite à la répartition. Alors, muni de tous ces points de comparaison,
Je passe à présent au fragment qui a fait couler des litres d'encre, et je n'affiche ici qu'une sélection bibliographique dont vous pourrez vous saisir quand j'aurai déposé le fichier de la présentation sur le net. Il s'agit donc du numéro 169 dans la collection des fragments de Pindare par Mahler. Et la raison du succès finalement qu'a eu dans l'analyse ce fragment, c'est que son premier lieu d'émergence dans la tradition, c'était dans le Gorgias de Platon. Évidemment, dès qu'il s'agit de Platon, vous avez un déchaînement bibliographique. Et donc, dans le dialogue, le texte de Pindare, en tout cas le début, est invoqué par un certain Calliclès, qui est un des interlocuteurs de Socrate, et par ce passage que nous allons voir, Calliclès soutient le principe de la loi du plus fort. Et il s'appuie sur Pindare pour affirmer cette importance de la loi du plus fort. Mais au début des années 60 du siècle dernier, un papyrus d'Oxyrhynque est venu compléter notre connaissance de ce poème, et en ajoutant une cinquantaine de vers, dont malheureusement certains sont extrêmement fragmentaires et difficiles à analyser. Et je vous livre ici le texte des premiers vers dans l'édition de Mahler, et je résumerai brièvement la suite, sinon ce serait trop long. Donc, le voilà, le nomos basileus, que je vous annonce depuis 2 semaines. Enfin, c'est la 2e semaine que je vous l'annonce. Donc, je lis le passage avec vous, la traduction du passage avec vous, donc de ce fragment 169. Nomos, le roi de tous, mortel et immortel, commande en rendant juste ce qui est le plus violent, d'une main surplombante. J'en prends pour témoin les travaux d'Héraclès. Vous voyez, Héraclès est très présent dans la poésie de Pindare. J'en prends pour témoin les travaux d'Héraclès quand il conduisit sans les avoir achetés, mais c'est assez problématique ici, sans les avoir achetés, les bœufs de Gérion à la porte cyclopéenne d'Eurysthée. C'est un des travaux d'Héraclès. Puis, on a une lacune, les cavales de Diomède, c'est un autre des travaux d'Héraclès. Alors, donc, la première des 2 épreuves à propos des bœufs de Gérion s'en tient dans le poème à ce que vous avez sous les yeux. La mention est assez brève. Donc Gérion, je vous rappelle que c'était un monstre à 3 têtes dont Héraclès débarrasse la surface de la terre et ramène le troupeau en argolide. C'est ce que signifie la porte cyclopéenne d'Eurysthée. Quant à Diomède, il s'agissait pour Héraclès de capturer les chevaux anthropophages du roi. Diomède, en effet, nourrissait de la chair de ses hôtes les chevaux en question. Et donc, la violence d'Héraclès, ici, répond à celle de son adversaire, mais qui défend son bien. Et le poète fait bien prend bien la mesure de ces 2 violences qui s'affrontent. Donc, je le disais, Héraclès est très présent dans la poésie de Pindare, qui lui associe notamment la fondation des concours olympiques. Et évidemment, pour quelqu'un qui célèbre des athlètes, le fondateur des concours olympiques a une place de choix dans la poésie en question. Et le poète n'hésite jamais à solliciter la figure d'Héraclès pour soutenir la vaillance de ceux qu'il célèbre. J'ai évoqué tout à l'heure la prophétie de Tirésias, avec tous les travaux à venir. Bon, voilà, c'est un des exemples de cette place importante d'Héraclès dans la poésie pindarique. Alors, je vais épingler 3 mots importants dans le poème de Pindare, à savoir, évidemment, le substantif nomos, qui est ici personnifié en tant que roi, le verbe dikaio et l'adjectif biaios, qui est au superlatif. Alors, je commence par biaios, qui renvoie à bia, autre terme que vous connaissez, puisque nous l'avons vu à propos de la poésie d'Hésiode, de cette force. C'est un des enfants de Styx, qui s'associe à Zeus dès sa naissance. Force violente, donc, que l'on a vu apparaître chez Hésiode, mais aussi chez Solo, souvenez-vous, qui associait étroitement Biais et Diké, donc qui revendique d'ajuster force et justice. Et ici, évidemment, le superlatif souligne l'extrême violence des actes qui sont évoqués. Le verbe dikaio, ici, peut signifier soit justifier,
donc rendre juste, soit soumettre à la justice, au sens de sanctionner. Et dans l'analyse du poème, les deux possibilités ont été soulevées. Les deux possibilités, je vous les mets sous les yeux pour expliciter cette alternative. Soit donc, si on considère que dikaio signifie rendre juste, eh bien le nomos qui commande en rendant juste les actes de la plus extrême violence, et donc l'agression d'Héraclès à l'égard de Gérion et de Diomède, soit nomos commande en soumettant à la justice les actes de la plus extrême violence, et il s'agirait alors des actes commis par les adversaires d'Héraclès, lui-même conçu comme le bras armé d'une nomos. Bon. Les interprètes continuent de se diviser entre ces deux possibilités. Je vous dirais que pour ma part, je pense que c'est plutôt la formule de rendre juste qui est impliquée. Il suffit de regarder, pour ceux qui ont fait du grec, quelques parallèles, hein, quand on voit le rapport entre un factitif et un adjectif. Il s'agit ici, voilà, c'est redoutable, deinoo c'est rendre redoutable, délos c'est clair, déloo c'est rendre clair, clarifier, expliciter, dikaios dès lors ça doit être rendre juste, hein, dikaio par rapport à dikaios. Donc je pense que c'est la légitimation des travaux les plus violents d'Héraclès qui est probablement en cause ici. Alors reste le nomos en ouverture. Si les basileuses tant des hommes que des dieux, le référent sous-jacent est assurément Zeus. Zeus lui-même, dont toute la tradition fait le père des dieux et des hommes et le roi du cosmos. Je n'ai pas besoin de m'étendre longuement sur cette référence. Hein. Tout ce que nous avons vu du mythe de souveraineté de la théogonie l'atteste largement. Ce qu'on a vu aussi la semaine dernière chez Héraclite également. Donc ce nomos ici, dans le fragment 169 de Pindare, est l'ordonnancement du monde auquel Zeus préside. Or, c'est précisément ce nomos-là, si vous m'avez suivi dans l'interprétation de la première Néméenne, que célèbre Héraclès. Et donc vous voyez, vous avez une convergence ici entre ces différents poèmes de Pindare. C'est précisément ce nomos que le héros devenu Dieu célèbre en festoyant parmi les immortels aux côtés de Zeus le Chronide. Et donc les travaux d'Héraclès dont parle le fragment 169 sont le préalable nécessaire à l'obtention de sa Timée olympienne. Sous l'aiguillon d'Héra, parce que dans le poème, je ne vous ai pas mis la totalité, je vous le disais, sinon c'eût été trop long, mais au vers 44, qui a été retrouvé grâce au papyrus d'Oxyrhynque, on voit apparaître Héra et on voit que les travaux sont faits à la demande d'Héra. Mais on peut aller plus loin en convoquant aussi le nomos divin que l'on trouvait chez Héraclite la semaine dernière. En dépit d'un contexte d'énonciation fort différent, ici nous sommes dans la célébration de... Alors, on ne sait pas très bien l'arrière-plan de ce poème, mais Pindare n'est pas Héraclite, même s'ils travaillent tous les deux sur la tradition. Mais donc, en dépit d'un contexte d'énonciation fort différent, on a un même réseau de signification pour nomos, dans cet ordonnancement normé, dont on a déjà vu bien des traces chez Hésiode. Donc, je répète, nomos est le cadre normé au sein duquel les membres d'une société donnée doivent se comporter et qui se confond dans le fragment de Pindare comme chez Héraclite avec la boulette de Zeus. Le poème, que je peux vous laisser sous les yeux d'ailleurs, voilà. Le poème n'exalte pas le droit du plus fort comme le voulait le Calliclès de Platon, mais la nécessité de brider la violence pour aboutir à une société normée, fût-ce en recourant à la force, comme Héraclès le fait au fil de ses travaux, et comme était censé l'avoir fait Zeus lui-même dans la lutte acharnée contre ses adversaires dans la théogonie. Je peux ajouter aussi le fragment 36 de Solon. Je vous renvoie aux leçons précédentes. Parmi les humains, puisque Pindare fait du nomos, non, pardon, c'est pas celui-là, pardon, voilà.
Puisque Pindare fait du nomos le roi de tous, qu'il soit homme ou dieu, parmi les humains, ce sont évidemment les sociétés qui sont l'arène où se déploie le nomos. Et le tout se joue dans le cadre d'une juste répartition des timailles, à savoir, en l'occurrence, ce qui revient précisément à Solon au terme de ses exploits, avec donc ce semnon nomon, ce semnos nomos de Zeus qu'il célèbre. Donc, avec Héraclite la semaine dernière, puis Pindare cette semaine, nous sommes entrés progressivement dans ce que l'on appelle conventionnellement la période classique, du moins en ses tout débuts. Et comme je l'ai indiqué l'an dernier, c'est au cours du Ve siècle que le terme de nomos s'imposera toujours davantage pour désigner le cadre proprement législatif auquel se réfèrent les cités et la mise par écrit de ce cadre. Ça, je n'y reviens pas, j'en ai parlé l'année dernière. Toutefois, ce n'est qu'au cours du IVe siècle que l'on peut considérer que le terme de nomos se traduit assez aisément par loi, au sens fort que nous lui donnons. Mais même au IVe siècle, on voit que la charge de nomos est encore, enfin le spectre plutôt, l'éventail de signification peut être relativement large, même si cette notion de loi commence à s'imposer. Et le plus bel exemple des ambiguïtés qui continuent à s'attacher à nomos pendant une bonne partie du Ve siècle, voire même après, est assurément l'Antigone de Sophocle, qui va nourrir la deuxième partie de la leçon d'aujourd'hui. Je vous rappelle brièvement l'intrigue, même si elle est très connue. Créon, qui dirige désormais la cité après le combat fratricide entre les deux fils d'Édipe, Polynice et Théocle, Créon donc a officiellement interdit, mais on va voir ce que c'est cette interdiction officielle, a officiellement interdit d'ensevelir Polynice, qui était venu d'Argos, pour attaquer Thèbes, donc sa cité, tout en réservant, Créon accepte que Éthéocle, lui, soit enterré avec des funérailles, on ne peut plus normales, parce qu'il défendait sa cité. Alors Antigone, l'éponyme de la pièce, outrepasse ce commandement et la tragédie, qui a sans doute été composée à la fin des années 440, la tragédie se joue autour du conflit entre le régent, Créon, et sa nièce, Antigone. Et je vais suivre le fil du récit en mettant en exergue les éléments probants pour les différents usages plutôt de nomos qui nous permettront d'y voir plus clair. Alors, une remarque d'abord sur les emplois le comptage des emplois de nomos chez Sophocle. En fait, si je laisse de côté les tragédies de Sophocle dont seuls des fragments nous sont parvenus, et si je ne considère que les pièces qui ont été intégralement conservées, sur 37 occurrences du terme nomos, la moitié concerne l'Antigone. Donc on voit bien à quel point le thème, la thématique est centrale dans la tragédie. Et d'entrée de jeu, dans le dialogue entre Antigone et Ismène, sa sœur, à l'extérieur du palais, l'ambiguïté se noue immédiatement. Et Antigone va confier son tourment à sa sœur. Au vers 21-28, en ces termes, je lis avec vous dans la traduction de la collection des universités de France. Certes, juges-en, donc c'est Antigone qui parle à sa sœur, Créon pour leurs funérailles distingue entre nos deux frères. À l'un, il accorde l'honneur d'une tombe, à l'autre, il inflige l'affront d'un refus. Pour Éthéocle, me dit-on, il juge bon de le traiter avec justice et selon le nomos. Vous voyez, syndique kai nomo, quel que soit le contenu ici, parce que le texte est très problématique, et aucune solution qui est proposée n'est franchement satisfaisante, mais il est clair que les deux éléments ici sont liés, quel que soit ce qui précède le vers 24. Le début du vers 24, pardon. Donc, pour Éthéocle, me dit-on, il juge bon de le traiter avec justice et selon le nomos, et il l'a fait ensevelir d'une manière qui lui vaille le respect des ombres sous terre. Mais pour l'autre, Polynice, le pauvre mort, défend ses fêtes, paraît-il, aux citoyens de donner à son cadavre un tombeau.
Et vous voyez qu'ici, ce que Mazon traduit par défense est faite, en fait, vous avez ici le verbe grec qui signifie la proclamation. Donc nous sommes dans le registre de l'oralité, de la décision. Et ce qui est intéressant de constater, c'est aussi tous ces éléments, les deux éléments que j'ai soulignés ici, c'est la référence à des on-dit. Antigone fait référence à des on-dit. Donc une proclamation dont la connaissance est répandue par la rumeur. Et je ne vous ai pas mis l'ensemble du texte qui suit, parce que là encore, c'eût été trop long, mais on a le registre de la proclamation qui est omniprésent dans les vers qui suivent. Alors, le nomos dont il est question au vers 24 est d'un autre ordre. Il s'agit, on l'a vu tout à l'heure à propos de Pindare, avec le méros katanomon, il s'agit de l'usage normé, impératif, d'enterrer les morts, qui est ici étroitement chevillé à dike, qui souligne la droiture de l'acte qui est posé. En faisant ça, on est juste. C'est la part des morts, donc, dont parlait Pindare, mais cette répartition du vocabulaire de la norme va se modifier en fonction des auteurs des discours qui suivent. La tragédie est une merveilleuse arène de problématisation. Et dans le cas de l'Antigone, c'est autour de la notion de nomos que cette problématisation s'effectue. Et c'est là aussi que se joue le cœur de l'intrigue, bien sûr. Alors, comme vous le savez, les deux sœurs vont évidemment déployer des arguments différents. Ici, on a entendu les arguments d'Antigone, en tout cas pour partie, et elle dit ensuite qu'elle va passer à l'action, que rien ne la retiendra d'accorder un minimum de respect dû aux morts à son frère. Sa sœur est beaucoup plus timorée et veut la rendre consciente de la vanité et du danger d'une telle intention. Et donc, que dit Ismène à Antigone ? Aujourd'hui encore, où nous restons toutes deux seules, imagine la mort misérable entre toutes dont nous allons périr, si, contre le nomos, bia nomus, c'est une expression, bia dans ce sens-là, avec le génitif, c'est une fonction prépositionnelle, donc contre le nomos, si nous passons outre à la décision, au pouvoir d'un roi. Alors ici, vous avez Pséphone, qui est l'acte du décret, si vous voulez, le fait de décréter, et on a de nouveau ici le kratos, au pluriel en l'occurrence. Et donc le tyrannos, qui est le roi, qui deviendra le tyran, mais ici il y a un jeu sur les différentes acceptions. Et donc le nomos ici invoqué par Ismène ouvre en fait l'opposition qui va se jouer pendant toute la pièce, puisqu'elle convoque le terme ici pour désigner l'arrière-plan sur lequel s'inscrit la proclamation de la décision, le décret de Créon. Alors que le nomos évoqué par Antigone faisait référence à l'usage normé d'enterrer les morts. Donc vous voyez, dès le début de la pièce, on a cette ambiguïté qui se joue. Quant à Créon, lors de sa première apparition sur la scène, il va aussi faire référence au nomoi. Mais c'est dans ce cas-là, ce sont les principes du commandement d'un roi, d'un responsable de cité, qui veut assurer le salut de sa cité. Et il le met bien en évidence dans son discours. Or, l'un des principes qui sont pour lui inhérents à son devoir de roi, c'est précisément de sanctionner ceux qui attaquent sa cité. Or, le fils d'Édipe a bel et bien attaqué sa cité. C'est pourquoi le traitement qu'il réserve à chacun des deux frères est différent. C'est comme ça qu'il le justifie. Et il conclut son exposé des causes, si vous voulez, de la situation, en affirmant, et j'ai traduit ici nomoi par principe, c'est sur de tels principes que je ferai prospérer la cité. Que je ferai prospérer la cité. Ce sont donc ces principes qui sont à suivre pour le salut d'une cité que Créon rassemble sous l'étiquette des nomoi. Donc, ce sont les usages normés des cités qu'il faut défendre comme un rempart, nous disait Héraclite la semaine dernière. Mais progressivement, des voix vont s'élever autour de Créon une fois qu'on s'aperçoit que le cadavre de Polynice a été recouvert. Antigone a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, et donc
il y a des troubles dans la cité et le chef du chœur, le coryphée, s'interroge et interroge Créon. Mais finalement, ce geste ne serait-il pas voulu par les dieux? C'est toute l'ambiguïté de l'opposition entre les protagonistes. Et Créon répond ceci en se fâchant. Ils, les dieux, iraient l'ensevelir, lui qui est venu ici pour incendier leur temple, colonnes et offrandes comprises, et détruire ce pays, cette terre, dit le grec, cette terre qui est à eux, les dieux du lieu, leur terre est celle de la cité, ainsi que les nomoi. Aurais-tu donc vu quelque part les dieux honorer les méchants? Mais non. Où qu'est-il? Ce n'est pas, cela ne peut pas être. Les nomoi sont une fois encore ce qu'il faut défendre comme un rempart, en l'occurrence les principes sur lesquels se fonde la vie de la société qui les porte. Dans le discours de Créon ici, ce sont des biens que les dieux protègent, donc on retrouve les principes de nomos surplombant, nomos des dieux surplombant que nous avons identifiés les leçons dernières. Ainsi que, donc, ce sont des biens sous la protection des dieux, comme ils protègent leur temple, comme ils protègent le territoire même de la cité. Et souvenez-vous de la cité hiéra, sacrée, avec tout ce que ça implique, dont je vous ai reparlé il y a 2 semaines. Mais ce sont évidemment les nomoi associés à son propre pouvoir que Créon met en exergue ici, et le chœur, qui a conscience du kratos du tyrannos, comme disait le texte tout à l'heure, lui reconnaît le droit d'imposer tout nomos qu'il souhaite. Donc le chœur, si vous voulez, a une position très ambiguë là. Il y a à la fois, il soulève des questions générales du type les principes divins, mais tout en reconnaissant ce pouvoir finalement absolu de Créon. Et le coryphée parlera encore à ce sujet des nomoi basileioi, donc non pas le nomos basileus, ce n'est pas la même chose, les nomoi basileioi, c'est-à-dire les nomoi du roi, c'est-à-dire de celui-là, de ce roi terrestre, et qui sont à la discrétion de Créon. Mais c'est un autre type de principe que met progressivement en avant le chœur de la tragédie, et vous avez des chants du chœur qui sont absolument magnifiques dans l'Antigone, et le chœur, si vous voulez, il a une position de surplomb qui comment dirais-je, tente de se mettre en hauteur par rapport aux positions tranchées des protagonistes. Et dans un de ces chants du chœur, au vers 367-371, donc le chœur vient de chanter les humains qui sont ingénieux, qui ont réussi à se construire des maisons, à survivre en dépit des difficultés provoquées par l'insertion dans une nature hostile. Mais ils ont beau être ingénieux et créatifs, ils sont portés au bien comme au mal. Et donc, le chœur chante ceci, en intégrant à son savoir, donc celui de l'homme, de l'humain, à son savoir qui est grand, puisque l'homme est un ingénieux, un esprit ingénieux, en intégrant à son savoir les nomoi de la terre et la justice jurée des dieux, il, donc l'homme, portera haut sa cité. Et vous avez ici une magnifique juxtaposition. Il portera haut sa cité, il sera sans cité, celui qui s'engage dans ce qui n'est pas beau par bravade. Et vous avez cette upsipolis et cette apolis qui sont l'un à côté de l'autre. Et au passage précédent, j'ai attiré votre attention, le territoire, c'était gai. Ici, c'est le chtone qui est mentionné. C'est le chtone. Et le contraste s'opère avec les dieux eux-mêmes. Donc vous avez les nomoi chtonos, du chtone, et la dike des dieux. Et ce sont donc bien alors, comment comprendre le chtone ici? Et donc, gai, je voulais rappeler. Comment comprendre le chtone? Je crois que pour cela, il faut aussi considérer, comme je l'ai fait pour Solon, comme je l'ai fait pour Héraclite, qu'évidemment, un auteur tragique comme Sophocle travaille la tradition. Et vous savez, dans l'Iliade, comme dans toute la poésie épique, les hommes sont qualifiés d'épictonioi. Ce sont ceux qui marchent sur le chtone, sur la terre.
Et donc, en parlant des nomoi ktonos, ici, incontestablement, ce sont les nomoi qui encadrent l'existence des sociétés humaines dont il est question. Et je vous ai mis ici les citations de l'épopée qui permettent de soutenir cet argument. Je poursuis. Antigone est prise sur le fait et amenée devant Créon. S'ouvre alors le dialogue qui a sans doute été le plus commenté, le dialogue de la tragédie qui a sans doute été le plus commenté, parce qu'il est question de nomoi et de nomima. Je lis la traduction avec vous. J'ai repris partiellement celle de la collection des universités de France, mais en modifiant considérablement la fin. Bon, c'est un peu long, mais c'est important. Je lis avec vous. Donc, Créon. Et toi maintenant, dit-il à sa nièce, réponds-moi, sans phrase, d'un mot. Connaissais-tu la défense que j'avais fait proclamer? Et vous voyez de nouveau ici le verbe qui signifie la proclamation, le kérugma. Antigone, oui, je la connaissais, pouvais-je l'ignorer? Elle était des plus claires. Créon, ainsi tu as osé passer outre mes nomoi. Vous avez nomos ici. Antigone, oui, car ce n'est pas Zeus qui les avait proclamés. Ce n'est pas Dike, assise aux côtés des dieux infernaux. Non, ce ne sont pas là les nomoi qu'ils ont jamais fixés aux hommes, et je ne pensais pas que tes proclamations à toi fussent assez puissantes pour permettre à une mortelle de passer outre à d'autres, aux usages non écrits, et vous avez ici l'expression agrapta nomima, aux usages non écrits inébranlables des dieux. Ils ne datent ceux-là ni d'aujourd'hui ni d'hier, ils sont éternels et on ne sait le jour où ils ont paru. Ceux-là, je ne pouvais par crainte de la résolution d'un homme m'exposer à la sentence qui vaut parmi les dieux. Évidemment, c'est le cœur de la problématique, c'est le cœur. Et Antigone revient à la charge un peu plus loin, je vous ai pas repris le texte, mais selon elle, le dieu Hadès lui-même exige de voir appliquer les nomoi qui concernent son royaume à Polynice aussi. Même s'il a attaqué sa patrie, un mort doit être enterré. Alors, je vais revenir là-dessus. Le deuxième chant du chœur, qui intervient au vers 582, évoque les malheurs des Labdacides, donc la famille d'Édipe, et il enchaîne en exaltant le pouvoir de Zeus, qu'aucun orgueil mortel ne parviendra jamais à abattre, lui, le maître absolu et éternel de l'Olympe. Et que nous dit Sophocle à cet endroit, enfin, le cœur, le proche et lointain avenir, aussi bien que le passé, viendra confirmer ce nomos. Il n'est pas d'existence humaine où le moindre excès ne pénètre sans qu'elle connaisse un désastre. Et vous voyez ici, le désastre, c'est le mot athée, qu'on a déjà vu, notamment chez Hésiode et chez Solon, c'est cet aveuglement de la cité dysnomique. Et Athée, c'est aussi un enfant d'Éris dans la théogonie. Donc on voit qu'on est dans ce registre. Donc il y a un principe divin qui veut que le moindre excès peut aboutir à un désastre. Alors je continue et puis je reprendrai cette notion d'agrapta nomima. Les deux protagonistes persistent donc dans le maintien de leurs principes respectifs, qui sont tous deux, qui sont de part et d'autre des nomoi, considérés comme des nomoi. Mais les prédictions funestes de Tirésias finissent par avoir raison de la détermination de Créon. Si vous voulez, étant donné les horreurs que Tirésias lui annonce, Créon commence à fléchir. Et il décide finalement de libérer sa nièce qu'il avait enfermée vivante, qu'il avait enterrée vivante. Et dans ce retournement, le nomos est à nouveau central. Donc du début à la fin de la tragédie, c'est vraiment le fil rouge. Et que nous dit Créon? C'est moi-même, la décision est prise, c'est moi qui l'ai enfermée, c'est moi qui la délivrerai. Donc nous sommes au vers 1111, 1114. C'est moi qui la délivrerai. Ah, j'ai bien peur que le mieux ne soit pour l'homme d'observer les nomoi établis jusqu'au dernier jour de son existence. Donc vous voyez ici, complet retournement du point de vue de Créon. Et de quoi s'agit-il en l'occurrence, que j'ai traduit avec Mazon, enfin lui il dit les lois établies, moi j'ai laissé nomoi, les principes établis, c'est vraiment ça, les normes de comportement, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et vous voyez une expression dont je vous ai parlé la semaine dernière,
les oikatestotes nomoi, hein, ces nomoi institués, qui finalement doivent être respectés, et Créon rejoint ainsi le point de vue d'Antigone. Alors, on a souvent écrit que l'Antigone de Sophocle était la tragédie qui oppose le droit oral et le droit écrit, puisque précisément Antigone évoque des agrapta nomema. Mais ce n'est pas une tragédie de l'opposition entre le droit oral et le droit écrit, dans la mesure où, vous l'avez vu, tout ce que Créon émet comme injonction est précisément inscrit dans le registre de l'oralité, et les principes selon lesquels il estime pouvoir défendre sa cité ne sont pas davantage écrits. Donc il faut oublier cette vision d'une dichotomie entre droit écrit et droit oral dans l'Antigone de Sophocle. Et si, précisément ici, Antigone évoque les agrapta nomima, c'est parce qu'évidemment, au temps de Sophocle, on l'a vu l'année dernière, une série de nomoi sont écrits. Et ce que Antigone souligne avec ses agrapta nomima, c'est justement le fait que quand c'est écrit, ça peut s'effacer, ça peut s'effacer en raison du temps qui passe, on peut aussi marteler ce qui a été écrit, donc la fragilité de l'écrit finalement, hein, par rapport aux lois inébranlables des dieux. Ce n'est pas non plus une opposition en soi dans cette tragédie entre la loi des dieux et celle des hommes, in abstracto. Elle oppose en fait des décisions justes, hein, c'est la diké que l'on avait en tout début de tragédie, qui sont d'une manière ou d'une autre fondées sur un nomos divin et sur les principes qu'il infuse dans les nomoi humains, institués, c'est-à-dire, voilà, les tous katestotas nomus que Créon reconnaît à la fin, et de l'autre côté, des décisions injustes fondées sur l'arbitraire d'un seul, au mépris des voix qui s'élèvent autour de lui. Et ça, c'était le rôle du cœur. Et je vous renvoie à un excellent article d'Edward Harris qui a bien montré, en plus en contextualisant l'Antigone dans le cadre de l'Athènes démocratique, parce qu'évidemment, nous ne pouvons pas, en tout cas dans une démarche historique, lire l'Antigone complètement décontextualisée, hein, du terreau qui l'a fait naître, en l'occurrence c'est l'Athènes démocratique. Harris a bien montré justement que dans le cadre de cette cité démocratique où se joue la tragédie, un nomos ne peut tirer sa légitimité d'un seul homme, fût-il au pouvoir. C'est la question de l'autorité et de la légitimité, comme elle l'était de manière, donc, qui est posée, comme elle l'était de manière incidente dans le serment d'Ézéphèbe, sur lequel j'avais terminé la leçon dernière. Vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé des tesmoi, donc cette forme archaïsante pour dire les nomoi. Ton tesmon, ton idrumenon, j'ai insisté la semaine dernière sur le parallèle que l'on pouvait faire finalement entre ces deux expressions. Donc, ceux qui puisent leur légitimité du nomos divin communément partagé, ce sont les katestotes nomoi, ceux-là, dont le mépris fera payer à Créon le prix fort dans la tragédie, le suicide d'Antigone et celui de son propre fils. Et je refermerai cette leçon, parce que j'arrive au bout, il est midi, sur un autre passage de Sophocle, dans l'Édipe-roi, dont l'intrigue s'inscrit en amont de l'Antigone. Là encore, le cœur et la voix surplombante de la lucidité face à l'aveuglement des protagonistes. Et que nous dit le cœur face aux horreurs qui sont advenues, hein, dans la famille des Labdacides? Ah, dit le cœur, dans une traduction qui est légèrement adaptée de Mazon. Ah, face Moira, donc la part divinisée. Hein. Face Moira, que toujours je conserve la respectueuse pureté de tous mes mots, dans tous mes actes. Les nomoi qui leur commandent siègent dans les hauteurs. Ils sont nés dans le céleste éther, et l'Olympe est leur seul père. Aucun mortel ne leur donna le jour, jamais l'oubli ne les endormira. Un Dieu puissant est en eux, un Dieu qui ne vieillit pas.
Alors s'ensuit une condamnation de l'hubris des tyrans, donc on voit bien que dans l'Antigone, c'est aussi de cela qu'il s'agissait. Et puis une exaltation de Zeus qui vient en fait identifier le mégastéos que vous avez ici, hein, un dieu puissant, mais un dieu grand. Et que nous dit Sophocle, enfin non, le cœur de la tragédie, enfin Sophocle, au vers 903-905, « Ah, Zeus souverain, puisque si ton renom dit vrai, tu es maître de l'univers, ne permets pas qu'elle, à savoir les pratiques des orgueilleux, échappe à tes regards, à ton commandement éternel. » Et donc vous avez là l'identité du mégastéos. Et donc vous avez, et la boucle est bouclée, le nomos basileus que l'on trouvait chez Pindare. Et donc ces différents textes, dans le genre spécifique qui est le leur, attestent l'articulation indissoluble de l'action divine et de l'action des hommes dans la représentation du fonctionnement des communautés. Je vous remercie pour votre attention.